Bonjour à tous, Marie-Pierre Alberton. Je fais partie de la direction d'innovation des applications et de la science du CNES, tout comme mes collègues qui vont intervenir. Et plus spécifiquement, nous appartenons à la sous-direction compétitivité développement, qui a créé il y a 2 ans, un petit peu plus de 2 ans maintenant, l'initiative Connect by CNES, dont certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler, et dont le but est de développer la communauté des utilisateurs du spatial, avec un objectif ambitieux qui est de contribuer au développement économique national, au service des entreprises françaises et des collectivités, mais pas uniquement sous l'angle développement économique. On a également un volet sociétal et environnemental très fort dans notre activité pour répondre aux problématiques d'aujourd'hui. Donc ce webinaire se place non seulement dans le cadre de cette initiative Connect by CNES qui existe depuis 2 ans et demi maintenant, mais c'est un webinaire ou un sujet en tout cas qui nous a été demandé dans le cadre de l'Observatoire de l'économie spatiale qui s'est mis en place durant le confinement et qui visait à et qui se fait en partenariat plus exactement avec les pôles de compétitivité dont Aerospace Valley fait partie avec les boosters, et c'est à ce titre qu'Aerospace Valley est aux manettes aujourd'hui pour mener à bien ce webinaire. Donc, peut-être qu'on pourrait passer un petit film Connect by CNES qui vous en dira plus que ce que je pourrais vous raconter en beaucoup plus de temps. Donc, si tu veux bien, Christa, lancer. Je lance le film, absolument. Alors, voilà, donc nous avons donc vu le film de Connect by CNES. Marie-Pierre, es-tu toujours avec nous? J'ai donc oui, je suis toujours là. Donc, très brièvement, pour faire suite à ce film et pour résumer, donc vous avez compris que nous travaillons plus particulièrement sur 3 secteurs importants pour l'avenir, voire fondamentaux, prioritaires, puisque la crise nous l'a bien montré. Donc, sur la santé, sur l'environnement, qui sont les TPE, mais également les collectivités et les grands groupes avec un accompagnement sur une activité à l'international également. La slide suivante, s'il te plaît, Christa. Donc, si on revient à notre offre de service qui vous a été très brièvement présentée dans le film, commençons par le côté idéation, incubation de notre offre de service, donc qui se matérialise plus spécifiquement au travers d'un hackathon que vous connaissez peut-être, Act Space, qui a atteint maintenant une dimension internationale qui devait avoir lieu en avril et qui aura lieu finalement au mois de novembre compte tenu de la crise, qui atteint maintenant pratiquement 2000 participants sur plus d'une trentaine de pays et une soixantaine de villes, ce qui nous permet de planter quelque part les graines des futures entreprises et start-up qui vont être incubées, donc incubées au travers de 2 incubateurs que sont les ABIC Sud et les ABIC Nord, et l'ensemble des incubateurs qui leur sont rattachés en réseau sur tout le territoire français. Donc, notre offre de service est également extrêmement développée, on va dire, sur les aspects expertise de notre activité. Donc, expertise qui se matérialise par une équipe terrain de marketeurs qui vont être au contact des sociétés, des startups, des collectivités, sur des thématiques particulières que je vous ai déjà évoquées. Et ces thématiques, en fait, elles sont derrière prises en main par des experts chez nous qui sont dans des laboratoires ou des experts thématiques qui sont dans notre équipe au niveau de la sous-direction compétitivité développement. Et les laboratoires et les experts qui les composent vont mettre à disposition leurs compétences et un accès à la donnée, notamment pour tout ce qui est observation de la Terre, télécom et navigation, qui sont les 3 secteurs techno
principalement utilisés dans le cadre des usages du spatial. Vient ensuite l'offre de services concernant les guichets de financement. Donc là, bah, évidemment, je ne vais pas vous en parler puisque Véronique de la CASA et Jacques Beas-Garcia sont là pour vous en parler plus spécifiquement au niveau orientation des sociétés vers différents guichets de financement et comment les actionner. Offre de services en termes de formation aussi, qui se fait par le biais des universités, des écoles, mais aussi au travers de formations spécifiques qui sont mises en œuvre sur les usages et les technologies spatiales, soit auprès d'un public particulier comme des ambassadeurs en région, mais plus largement bientôt auprès de tout type de public, puisque nous prévoyons de créer des outils en ligne. Et pour finir, donc, l'activité promotion qui est décrite sur cette slide, qui vise en fait à accompagner les sociétés, les startups ou plus grosses sociétés au moment des événements que nous mettons en place ou auxquels nous participons, au travers de tables rondes, de stands qui permettent de mettre en visibilité les entreprises qui ont développé des applications particulières en matière d'usage du spatial. Donc ça, c'est vrai pour tous les grands rendez-vous nationaux ou régionaux. Et cela se fait, donc si tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît. Cela se fait au travers donc de partenariats, donc ces salons ou les activités que nous menons. Nous travaillons en réseau, donc avec l'ensemble des pôles de compétitivité et des boosters, mais également au travers de partenariats thématiques sur le numérique ou sur l'agriculture ou le transport. À travers des partenariats en région, puisque nous avons des conventions maintenant avec 7 régions, ce qui nous permet de mailler le territoire sans oublier les DOM, évidemment, les territoires d'outre-mer, et l'international, où nous avons une activité qui se développe de plus en plus. Donc voilà, je n'irai pas plus loin dans les explications concernant Connect Brightness. Je vous invite maintenant à écouter attentivement les interventions de Véronique de la Casa et de Jacques Beas-Garcia, donc qui sont dans la sous-direction compétitivité et développement et s'occupent plus particulièrement des guichets de financement qui sont proposés par le CNES. Donc à vous la parole. Allô ? Bonjour, rebonjour à ceux qui nous ont rejoints. Bon, je vois qu'on est 38. Bon, c'est super. Vous avez pris le temps de nous rejoindre en cette période de reprise et de déconfinement. C'est très bien. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter en duo avec mon collègue Jacques Beas-Garcia un sujet sur les outils de financement que propose le CNES. Alors, je vais me présenter donc très brièvement. Donc, je suis Véronique de la Casa. Je m'occupe de business développement au CNES et j'ai 3 casquettes. Une casquette en lien avec la création d'un pôle d'intelligence économique. La seconde est en lien avec le sujet incubation dans le cadre des 2 ESADIC pour Business Incubation Center, donc nord et sud. Donc, je représente le CNES au comité de sélection des startups. Et enfin, la 3e casquette, et c'est en lien avec notre sujet d'aujourd'hui, c'est la casquette accompagnement financier des entreprises. Je vais laisser la parole à Jacques pour qu'il se présente et ensuite on va rentrer dans le vif du sujet. Donc Jacques, à toi. Merci Véronique, bonjour à tous.
Jacques Béas Garcia. Je fais donc également partie de la direction d'innovation des applications au CNES dans la sous-direction compétitivité et développement. Je suis en charge du pôle observation de la Terre et économie de la donnée et également en charge du programme BAS, Business Application and Space Solutions. J'y reviendrai dans quelques minutes. Véronique, est-ce que tu peux diffuser ton écran? Voilà, merci. Alors, est-ce que ça s'affiche? Parfait. Ok, alors bon, j'espère que c'est un peu compliqué parce que j'ai pas de retour de votre part, mais j'espère que tout le monde m'entend bien. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler des outils de financement des projets spatiaux et notamment on va zoomer sur deux outils qui sont Space Ticket et Pulsar. Alors avant de vous parler de ces deux outils-là, nous vous avons préparé, voilà, j'essaie de bouger ma petite fenêtre du webinaire, voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc vous avez un schéma ici, je vous laisse le temps d'en prendre connaissance, qui présente les différents outils en fonction du stade de développement de l'entreprise. Donc en abscisse, vous avez le temps et le chiffre d'affaires, et en ordonnée, vous avez les besoins de financement. Alors, si on part de la gauche, vous retrouvez, donc avec le logo ESA, vous retrouvez nos outils incubation. Donc, on a 2 incubateurs, ESABIC Nord et Sud. Alors, donc c'est un dispositif, notamment pour l'ESABIC Sud, qui existe depuis plusieurs années, et on a incubé à ce jour, au total, de l'ordre d'une centaine d'entreprises. Donc, en fait, elles peuvent bénéficier d'un financement à hauteur de 50 000 €, dont 25 sont financés par les ESABIC. Et donc, c'est un budget CNES. Donc, en fait, on a comme objectif d'incuber de l'ordre de 35 entreprises par an. Donc, ça, c'était en haut à gauche. Ensuite, en phase d'amorçage, donc c'est le deuxième, on va dire la deuxième zone. En phase d'amorçage, on en parlera. On a un outil qui s'appelle Space Ticket et qui est en lien avec le fonds French Tech Seed. Et puis, on a également l'outil Pulsar. Là, Jacques va vous en parler en détail. Donc, il finance des études de démonstration et des études de faisabilité. Et là, qui s'adresse en fait à un public beaucoup plus large d'entreprises, puisqu'on peut, avec cet outil-là, financer à la fois des startups, mais on peut aussi financer des PME ou même des grosses entreprises. Alors, tant que je suis sur l'intro, en termes d'organisation, ce qu'on vous propose, c'est d'abord de dérouler la présentation. Donc, sentez-vous libre de poser les questions par écrit. Et puis ensuite, on se gardera un bon bout de temps pour qu'on puisse échanger, que vous puissiez poser les questions à l'oral et qu'on puisse vraiment aller dans le détail sur les sujets qui vous intéressent. Alors, j'essaie de passer à la planche suivante. Voilà. Donc, Jacques, à toi. Qu'est-ce donc que Pulsar? Explique-nous. Merci Véronique. Alors juste pour repositionner un peu Pulsar dans son environnement. Alors première chose, on inaugure aujourd'hui ce nom. Véronique l'a pas mentionné. C'est une nouvelle identité qui nous permet de décrire en fait l'outil dédié au financement de l'innovation. Et cet outil, il se positionne dans un programme qui s'appelle BAS, Business Application and Space Solution, que j'ai évoqué en tout début lorsque je me suis présenté. Ce programme est dédié au développement d'usage du spatial, comme l'a expliqué Marie-Pierre. Connect by CNES est voué à développer l'usage du spatial dans toute sa composante, sur toute la chaîne de la valeur, à tous les moments de croissance d'une entreprise. Et en fait, cette offre Connect by CNES s'appuie sur un certain nombre d'outils. Certains de ces
ces outils font partie du programme BAS. Véronique a évoqué la partie incubation. Tous les ESABIC, tout ce qui concerne l'incubation ESABIC fait partie du programme BAS. Il y a une deuxième partie qui vient d'être intégrée lors de la dernière conférence ministérielle dans ce programme, c'est tout ce qui concerne les activités de transfert technologique. C'est pas l'objet aujourd'hui, mais si vous avez des questions, je pourrais peut-être en dire deux mots. C'est une activité qui vient d'être intégrée, qui est assez nouvelle, donc on n'a pas un recul extraordinaire sur le sujet, mais je pourrais en dire deux mots. Dans BAS, il y a aussi une activité liée à l'investissement, qui est plus de l'accompagnement et de la mise en relation, qui peut faire le lien avec Space Ticket, mais c'est pas forcément connecté. Il y a une partie promotion et sensibilisation. Vous voyez donc que dans BAS, il y a une espèce d'offre aussi un peu globale qui cherche à développer l'usage du spatial et qui en fait est portée par l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Ce programme, on va dire qu'il a une particularité, il est porté par l'ESA, puisqu'il réunit l'ensemble des États membres qui font partie de l'Agence spatiale européenne dans ce programme. Les États membres financent ce programme, donc pour la France, c'est le CNES qui verse de l'argent à l'ESA, les États membres définissent avec l'ESA le cadre du programme et les objectifs que l'on souhaite atteindre, les modalités, les outils qui sont à l'intérieur, etc., et la manière de les utiliser. Une autre des particularités, c'est que ce programme est soumis à une autorisation d'utilisation par les États membres, c'est-à-dire que chaque dossier qui est soumis dans le cadre de ce programme doit obtenir une lettre de soutien de la part des États membres, donc du CNES. J'y reviendrai. Côté CNES, nous avons mis en place tout un process qui permet de traiter cela au plus près des besoins des entreprises. Alors, maintenant que j'ai recadrer un peu le sujet de BAS et de où se situe Pulsar dans ce programme. Je vais venir. Dis-nous ce que c'est, Jacques. Dis-nous ce que c'est, parce que là, on attend. Là, tu nous as fait l'intro, mais du coup, c'est quoi? En quoi ça peut bénéficier aux entreprises qui nous écoutent aujourd'hui? C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un programme à l'innovation, de financement de l'innovation et donc de développement des usages du spatial. Donc l'idée de base, c'est de pouvoir accompagner l'entreprise dans son développement en lui fournissant un certain nombre d'outils qui lui permettent de développer son activité et donc de développer des produits, des nouveaux services, des nouveaux usages qui utilisent une technologie spatiale. Ça, c'est une condition sine qua non. Si forcément vous n'utilisez pas de technologie spatiale, il va être difficile de pouvoir postuler dans ce programme. Mais donc l'idée, c'est bien d'accompagner l'entreprise dans tout son développement en soutenant l'innovation et le développement de projets innovants. Par contre, n'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les, j'y reviendrai. S'il y a besoin de préciser certains éléments, j'y apporterai les compléments nécessaires. Alors, ce programme qui soutient l'innovation, la France, à la dernière ministérielle, en novembre dernier, a décidé de doubler les budgets qui étaient alloués, et on est passé d'un exercice dans lequel on avait 8 millions d'euros sur 3 ans à un exercice où on dispose de 18 millions d'euros sur 3 ans. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces 18 millions d'euros servent à alimenter différents outils. Et pour la partie Pulsar propre, on est entre 3 et 4 millions d'euros par an dédiés au financement de l'innovation. Et donc, vous pouvez déposer des projets dans le cadre de ce programme et en fonction des budgets disponibles. Alors là, on vous parle d'un budget par an. Mais l'idée, c'est pas de consommer forcément 3 millions par an. L'idée, c'est de consommer les 10 ou 11 millions d'euros disponibles sur la période des 3 ans. Et si on a une période qui est un peu plus avec plus de sollicitations, on peut arriver à consommer 5-6 millions peut-être sur une seule année. Donc il n'y a pas de contrainte au niveau annuel en termes d'utilisation de ce budget. Donc vous pouvez déposer des projets n'importe quand. Du coup, il y a à l'intérieur de cet outil deux grands types de mécanismes.
un mécanisme que l'on appelle étude de faisabilité, que de notre côté, on a qualifié avec peut-être un lexique un peu différent, qui est, j'aime bien mettre en avant les éléments suivants. Ce sont des études qui permettent de dérisquer votre projet, votre proposition, de savoir si en fait le projet que vous demandez dispose des éléments nécessaires pour aller jusqu'à entre guillemets une commercialisation, une industrialisation. Et l'idée, c'est de pouvoir savoir, dans le cadre de ces études de faisabilité, de savoir si vous avez un marché associé à votre activité, des clients, un modèle économique, un modèle industriel pour distribuer vos services, des problématiques techniques qu'il faudrait lever, des verrous techniques qu'il faudrait lever, ou des verrous techniques ou juridiques ou réglementaires, et de pouvoir évaluer en sortie de ces études de faisabilité les éléments qui vous permettront d'aller jusqu'à la commercialisation, ou s'il y a des risques trop importants qui sont en fait un frein au développement de votre activité. Quand on sort de cette partie étude de faisabilité, on a la possibilité de basculer dans le deuxième mécanisme, qui sont en fait des contrats pour des projets de démonstration, mais qu'on préfère qualifier de projets d'industrialisation ou de commercialisation. L'idée, c'est qu'une fois qu'on a donc validé les éléments liés à l'étude de faisabilité et qu'on est convaincu qu'il y a un réel potentiel avec le projet que vous êtes en train de porter, de pouvoir vous accompagner dans la phase de commercialisation et d'industrialisation du produit. Et donc là, forcément, il s'agit de pouvoir mettre en place un service opérationnel et commercial en ayant bien identifié les clients et les utilisateurs qui pourront le soutenir. Concernant ces deux types d'outils, il y a certaines particularités qui s'appliquent. Pour les études de faisabilité, il existe 3 types d'études de faisabilité différentes. Ce qu'on appelle les kickstart, c'est une étude de faisabilité qui est lancée par l'Agence spatiale européenne, l'ESA, qui est soumis à un planning particulier. On définit avec l'ESA les sujets qui vont être couverts par ces études de faisabilité Kickstart. Elles sont ensuite planifiées dans l'année, donc vous avez un programme annuel qui est communiqué sur le site de l'ESA. Nous, on est en train de mettre en place un site BAS, Connect Bikeness, avec à l'intérieur une rubrique BAS où vous serez aussi informé de tous les sujets qui sont traités dans les Kickstart, donc avec ce planning annuel. Et vous avez des consultations qui sont liées à ces sujets et qui sont publiées par l'ESA au fur et à mesure du planning que j'ai évoqué. Ces consultations, ce sont donc des compétitions. Elles ont un budget assez limité, puisque vous allez pouvoir déposer des projets qui vont être de l'ordre de 80 000 euros et qui vont être financés jusqu'à 75%, donc 64. Je pense qu'il y a une petite précision qu'il faut faire par rapport à ce cadre de financement. La ministérielle dernière a permis de monter le niveau de cofinancement sur certains sujets et sur certaines études de faisabilité, voire peut-être même aussi les projets de démonstration, on peut aller jusqu'à 80% aujourd'hui. Donc c'est peut-être une modif qu'il faudra qu'on fasse sur le document. Le niveau de cofinancement peut aller un peu plus haut que ce qui est indiqué ici. Je crois qu'on peut atteindre maintenant 80%. Mais ce qui est important de préciser, c'est le mot qui ajuste devant les 75%, enfin ou 80%, c'est le jusqu'à. Il n'y a pas d'obligation de cofinancer les projets à 80 ou 75%. C'est le comité de sélection des États membres, enfin et surtout du CNES, qui fait ce choix. Donc j'étais sur les Kickstart, donc on est sur une enveloppe de 80 kg euros, cofinancée à 80%, et on a un intérêt assez fort
d'études de faisabilité, c'est que le délai de contractualisation est plutôt court, puisque ce qui est envisagé dans le cadre de ces études de faisabilité Kickstart, c'est de pouvoir contractualiser en moins de 10 semaines, ce qui peut être très intéressant pour certaines startups ou PME, et surtout en cette période un peu difficile, de pouvoir avoir des contrats dans un délai plutôt court. Par contre, la contrepartie, c'est que le niveau de financement est peut-être est plutôt faible, ce qui est assez logique au vu des conditions qui sont mises en place, essayer d'aller le plus vite possible, mais en ne mettant pas en place des budgets trop importants. Il y a une deuxième partie dans les études de faisabilité qui sont elles aussi des consultations et qui sont émises par l'ESA sur le même principe que les Kickstart, avec des thèmes qui sont choisis par l'Agence spatiale européenne et les États membres et qui sont soumis à un planning annuel. Donc là aussi, vous avez des sujets qui sont planifiés tout au long de l'année et qui sont soumis à des consultations, donc à une compétition là aussi. On a là par contre des budgets qui sont beaucoup plus importants, puisque certaines consultations peuvent monter, enfin ça peut varier entre 100 kg et les plus grosses consultations qu'on ait pu voir sont allées jusqu'à 250 kg. Donc c'est des montants assez importants qui permettent là aussi d'aller explorer un sujet. Et la particularité de ces études de faisabilité en consultation là aussi, c'est que là par contre elles sont financées à 100%. Donc ça peut intéresser beaucoup de gens, beaucoup d'acteurs, puisque ça permet de prendre presque aucun risque en termes d'investissement pour aller explorer des sujets. La contrepartie, c'est que là le processus ESA et CNES est plus long. On peut voir des temps de traitement d'un sujet entre le moment où vous rentrez en contact avec le CNES pour savoir si le sujet peut être soutenu par l'État membre et donc le CNES, jusqu'à la contractualisation qui peut s'étendre de 4 à 6 voire 8 mois. Donc un délai beaucoup plus long par rapport à ce qui au sujet qu'on évoquait juste avant des Kickstart. L'autre cadre des études de faisabilité, c'est celui qui va concerner en fait aussi les projets de démonstration. C'est un cadre open call, c'est-à-dire que c'est un cadre ouvert toute l'année, sur toute la durée de l'exercice, où vous pouvez venir déposer les projets que vous souhaitez avec les partenaires que vous souhaitez, de manière totalement libre. Bien sûr, comme je l'ai dit juste avant, en concertation avec nous, pour pouvoir évaluer si le dossier rentre bien dans le cadre du programme BAS, pour éviter de travailler et de soumettre le projet à l'ESA et de se voir refuser parce que soit vous n'avez pas respecté les modalités du programme ou le règlement, ou que vous n'avez pas la lettre de soutien, etc., etc. Donc ce cadre open call est a une partie, c'est une particulière importante de cet outil, c'est que c'est un outil qui permet de déposer tout type de projet avec tout type de partenaires. Là, on a beaucoup parlé de ce qui se passe dans le cadre français, mais comme vous l'avez compris, on est dans un cadre européen. Donc si les projets que vous souhaitez soumettre s'appuient aussi sur des partenaires européens, vous pouvez aller chercher vos partenaires européens et construire le projet avec vos partenaires européens. Par contre, il faudra avoir la même démarche avec vos partenaires. Enfin, il faudra que vos partenaires européens aient la même démarche que celle qu'on décrit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils se rapprochent de l'État membre, du représentant de l'État membre, en général une agence spatiale ou un acteur qui a délégation sur le sujet, pour pouvoir obtenir l'accord de cet État membre si vous souhaitez déposer un projet avec un acteur qui est non français. Et donc ce qui vous permet de pouvoir aller chercher des budgets qui sont plus importants, puisque vous pouvez prendre, soumettre une proposition qui irait prendre des budgets sur la partie la contribution française à ce programme et une partie sur la contribution d'États comme l'Allemagne ou l'Italie ou UK, puisque UK est toujours dans le cadre de BAS.
Dans le cadre projet de démonstration, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des projets qui permettent d'aller jusqu'à la commercialisation et l'industrialisation. Donc on est très haut là dans les TRL, on est vraiment dans la dernière partie du développement d'un service ou d'un usage. Et là aussi, on est dans un cadre open call, donc vous pouvez déposer les projets comme vous le souhaitez, avec les partenaires que vous le souhaitez, sur les sujets que vous souhaitez. Et là, vous serez aussi financé jusqu'à 80%. Dans le jusqu'à, il faut faire une différence entre des acteurs de type start-up PME qui vont avoir accès à ce jusqu'à 80% et des acteurs de type grosse PME, enfin ou plutôt ETI et grands groupes qui eux ne pourront accéder jusqu'à 50%. Donc il faut bien que vous ayez en tête cette différenciation, c'est que les grands groupes et les ETI ne peuvent pas prétendre au jusqu'à 80%, mais uniquement jusqu'à 50%. Alors, bon, sur cette planche que vous avez à l'écran, c'est ce que j'ai évoqué en tout début. Donc, l'idée, c'est de développer de nouveaux usages et de nouveaux services qui utilisent des technologies spatiales. Donc, vous pouvez uniquement utiliser une technologie de type soit télécom, soit navigation, soit observation de la Terre, donc données d'observation de la Terre. Si cette technologie s'intègre dans votre projet et qu'elle vous permet de développer votre activité, votre marché, de nouveaux services, vous pouvez venir déposer un dossier dans le cadre de base. Il faut savoir que pour nous, CNES, on apporte une importance assez forte au sujet de développement économique. On est vraiment focalisé sur le fait que les projets que vous déposez dans ce cadre-là vous apportent un différenciateur et vous permettent d'être plus compétitif sur le marché ou vous permettre de vous développer sur votre marché au niveau national ou à l'export. Donc il faut bien garder ça en tête. C'est un programme qui est vraiment dédié au développement économique. Alors développement économique à tous les niveaux, hein, emploi, richesse, valeur, etc. Mais comme l'a mentionné Marie-Pierre tout à l'heure, on n'exclut pas le fait de soutenir des projets qui auraient vocation à aller dans le sens d'un développement sociétal ou qui répondent à une crise comme celle du Covid. Vous avez dû voir un appel à projet qui est sorti dernièrement dédié au Covid-19 et la France soutient cet appel à projet et donc vous pouvez soumettre des propositions, ensuite elles seront évaluées et avec un process aussi raccourci lié au contexte Covid qui permet de contractualiser plus rapidement. Donc voilà, forte composante une composante dédiée au développement économique et ça c'est l'axe prioritaire de notre action et aussi une capacité de soutenir tout ce qui est sociétal et développement durable ou autres sujets de ce genre. Comme vous le voyez à l'écran et comme je l'ai précisé un petit peu avant, côté France et CNES, nous avons mis en place un process qui permet d'être le plus réactif possible pour accompagner l'industrie dans la soumission de propositions. Il y a différentes étapes à passer. Alors, quand je dis qu'on essaye d'être réactif, c'est dans les temps que j'ai évoqués juste avant. Sur certains outils du programme, il y a une réactivité très forte puisque, comme je vous l'ai dit, on peut contractualiser en une dizaine de semaines. Et dans d'autres outils du programme, il y a des processus qui sont beaucoup plus longs. Et là, on peut aller jusqu'à 4, 6 ou 8 mois. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une première partie qui correspond à l'évaluation de votre projet par l'État membre, donc le CNES. Donc ça, c'est la phase 1, 2, 3, où là, on a mis en place un process dans lequel vous devez envoyer une fiche projet. Ces fiches de demande industrielle
devrait être bientôt en ligne sur le site web Connect by CNES. Sinon, c'est moi qui vous les fais parvenir ou les responsables thématiques. Par exemple, Véronique s'occupe beaucoup d'acteurs qui sont liés aux incubateurs ESAVIC. Marie-Pierre s'occupe des acteurs qui sont liés au tourisme et on a d'autres référents thématiques qui s'occupent chacun d'un sujet, qui sont en relation avec les acteurs de ce domaine thématique, le maritime, l'agriculture, la mobilité, etc. Donc on vous envoie cette fiche, vous la remplissez, on voit avec vous si votre proposition est adaptée au programme, si vous avez bien mis en avant tous les critères qui sont nécessaires à l'évaluation, à la bonne évaluation de votre projet. Si c'est le cas, on prend une date pour pouvoir évaluer votre projet dans ce qu'on appelle le comité d'évaluation CNES. Ce comité a lieu tous les mois pour essayer d'être le plus réactif possible et répondre à vos demandes avec le plus de souplesse possible. Donc c'est chaque premier vendredi de chaque mois. On a ensuite, une fois l'évaluation passée, une décision de soutien ou non. Et une fois cette décision prise, forcément, on vous informe de la décision et on prépare la lettre de soutien que l'on transmet à l'entreprise et à l'ESA. On rentre ensuite dans le process ESA qui se découpe en 3 grosses parties. Un premier questionnaire de préfiltrage pour éviter que il y ait des projets qui travaillent, qui aillent trop en profondeur dans la préparation d'un dossier alors qu'ils sont totalement hors cadre. C'est ce qu'ils appellent la PQ. Ensuite, une fois que vous avez passé ce préfiltrage, ce qui se passe plutôt bien pour les acteurs français, puisque avec le travail qu'on a effectué en amont dans le comité d'évaluation, normalement, la PQ se passe sans trop de problèmes. Vous rentrez dans une phase de préparation d'une proposition dans le cadre réglementaire BAS, ce qu'on appelle une outline proposal. C'est une proposition détaillée mais pas totalement finalisée, avec les grands éléments et les grandes lignes des financements, les activités, les work packages, etc. Ce qui permet de soumettre cette proposition dans ce qu'on appelle le JCB, qui valide du coup le fait que la proposition soit financée par le programme. Et ensuite, vous allez finaliser votre proposition, ce qu'ils appellent la full proposal, qui vous permet d'obtenir la contractualisation. Donc voilà en ce qui concerne le programme. Je vais insister sur le fait que il y a vraiment il peut exister une lourdeur dans le process. Il faut que pour les ETI, pour les startups et les PME, il faut que vous en ayez conscience. Mais par contre, il y a une très forte capacité de financement dans ce programme, puisqu'il vous permet de financer n'importe quel type de proposition tant qu'il y a un usage du spatial à l'intérieur et que ça vous permet d'être plus compétitif. Bon, Véronique, je pense que sur le process Pulsar, j'ai fini et par contre, je répondrai à toutes les questions une fois qu'on rentrera dans la session interactive. Ok, merci. Êtes-vous sûr, excusez-moi, êtes-vous sûr qu'on ne puisse pas poser des questions maintenant? Nous avons une douzaine de questions qui sont assez intéressantes et je pense que ce serait bien d'y répondre maintenant parce que c'est quand même très lié à Pulsar. Si ça te dérange pas, Jacques, je pense que les auditeurs ont vraiment besoin d'avoir ces réponses. On va faire comme ça, Christian. Merci, c'est gentil merci de cette souplesse. Alors déjà, on va commencer par un b.a.-ba pour les non-connaisseurs. Qu'est-ce que c'est que BAS? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que tu en as beaucoup parlé. Alors, je l'ai dit au tout début, c'est Business Application and Space Solution. C'est donc un programme de l'ESA, un programme qui est porté par l'ESA, mais financé par les États membres. Et c'est un programme qui est dédié au développement des usages du spatial. C'est vraiment pour tout le secteur, ce qu'on appelle nous le secteur aval. C'est pas de l'infrastructure spatiale, c'est pas du segment sol, etc. C'est vraiment développement des usages liés aux technologies spatiales. Très bien, merci beaucoup. Donc il y a une question qui était. Christian, on peut dire que en fait tous les secteurs économiques
peuvent utiliser du spatial. Donc en fait, c'est très transverse, ça s'adresse à tous les domaines d'activité. D'accord, très bien, très clair. Merci beaucoup de cette précision. Il y a une autre question qui était un petit peu, je pense que tu as un peu répondu, mais si tu peux refaire un petit point de précision, comment se situe le BAS par rapport à l'IAP de l'ESA? Je pense que tu as un peu répondu, mais repréciser, Ben, bien préciser. oui, alors c'est une très bonne question. Là, je vois que c'est un connaisseur qui pose la question, parce qu'en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui pulseur, c'est l'ex-IAP, qui était dans le cadre ARTES. En fait, IAP, c'était l'outil de financement de l'innovation avant BAS. Et maintenant, dans BAS, on a regroupé l'ex-IAP, l'incubation avec les ABIC, le transfert de technologie, ce qu'ils appellent TEAM, et et la promotion sensibilisation avec les ambassadeurs. Et donc l'ex-IAP est rentré dans BAS comme outil de financement de l'innovation, et nous, pour pouvoir l'identifier maintenant plus facilement, pour qu'on sache de quoi on parle, plutôt que de dire ex-IAP, on appelle ça pulseur. D'accord, très très clair. Merci de cette précision. Ça cale tous ceux qui avaient l'expérience du système ESA peuvent maintenant se reconnecter à Pulsar. D'accord, très bien. Il y avait une petite question du coup qui était aussi liée à l'ESABIC et Pulsar, c'est-à-dire quelle était l'articulation envisageable entre une incubation ESABIC et le programme Pulsar. Alors maintenant, il y a effectivement une vraie coordination entre les ABIC et Pulsar. Alors je sais pas Véronique si tu veux peut-être préciser, puisque toi t'es au cœur des sujets, mais sinon je préciserai l'articulation comme tu souhaites. Ouais, ben alors en fait l'idée c'est d'avoir un phasage, c'est-à-dire un schéma qui peut être très intéressant pour une jeune entreprise, c'est de dire je pose un dossier ESABIC, je rentre dans un incubateur ESA, là ça me permet de détourer un peu mon sujet, d'avancer. En général, la période d'incubation dure à peu près 1 an. Et l'idée ensuite, c'est d'enchaîner avec Pulsar, avec un sujet Pulsar. Alors calendairement, en plus, ça fonctionne très bien puisque on a un événement technique pendant l'incubation qui s'appelle la revue intermédiaire, la midterm review, qui est à plus 6 mois en général, sur une base d'une durée d'incubation d'1 an. Et donc, en fait, l'idée, c'est que l'entreprise, à partir de cette midterm review, commence à préparer son dossier Pulsar. Puisque Jacques vient de dire qu'on avait des sujets où on avait, entre le moment où la boîte dépose le dossier et le moment où elle a son contrat ESA, sur Pulsar, il y a de l'ordre de 6 mois. Donc, du coup, ça colle. Donc, une boîte incubée ESABIC, à plus 6 mois, elle commence à préparer son dossier, ce qui fait qu'en fin de période ESABIC, elle peut enchaîner tranquillement sur un dossier Pulsar. Voilà, donc ça c'est on va dire c'est ce qu'on est en train de mettre en place en termes d'homogénéité des financements, et ça permet vraiment à l'entreprise avec Pulsar de passer à la vitesse 2, hein, vraiment d'avoir des budgets orientés. Parce que Jacques l'a dit, mais Pulsar, c'est vraiment orienté de business. Hein. C'est vraiment, c'est pas arrêté. Il y a une composante mise au point du service, hein, mais c'est vraiment comment apporter un financement pour que l'entreprise puisse entrer dans le vif du sujet et rencontrer son marché. Et donc, tout ça, c'est coordonné, que ce soit du point de vue ESA, puisque les équipes ESA travaillent en étroite relation, que ce soit sur l'incubation ou sur le pulsar global, on va dire, et côté CNES, puisque Véronique s'occupe des ESABIC et travaille en étroite collaboration avec moi pour qu'on soit totalement calé et coordonné sur les sujets qui souhaiteraient pouvoir déposer un projet ESABIC et ensuite passer dans BAS. Et une des propositions qui a été faite, c'est de réduire les périodes d'incubation à 1 an pour éviter d'être trop contraint par exemple le process ESABIC qui habituellement était autour de 2 ans et qui peut poser un petit problème si la société souhaite accélérer et anticiper sur le dépôt d'un projet BAS. C'est ça. Alors pour ceux qui nous écoutent, là l'idée c'est d'utiliser à plein les 2 outils et les potentialités des 2 outils. Donc en fait, au moment,
par exemple, si je prends lors des derniers comités de sélection, on regardait effectivement la durée de l'incubation et l'idée c'est qu'une entreprise qui rentre dans un ESABIC, elle est déjà en tête l'articulation des deux sujets. Et donc effectivement, parfois ça vaut le coup. Alors on était avant, c'est vrai, sur des périodes d'incubation peut-être plus longues. Donc là, sur certains sujets, ça vaut le coup de raccourcir la période d'incubation pour que la boîte puisse avoir un time to market qui soit vraiment adapté à sa courbe, à son schéma de développement. D'accord, c'est en effet très pertinent. Une autre question qui va être autour de l'open call. Plusieurs questions. Est-ce que cet open call, on peut postuler de manière individuelle ou est-ce qu'il faut obligatoirement être enregistré comme une société? Quel sera le montant maxi pour l'open call, notamment celui de la faisabilité? Et je vous poserai deux autres questions après parce que ça fera beaucoup. Est-ce que vous voulez faire un nouveau focus sur l'open call? Oui, tout à fait. Mais alors, c'est un point important. Alors, a priori, il n'y a pas de contrainte pour pouvoir déposer un dossier, d'être constitué en société. Mais on n'a jamais eu le cas. Il faudrait voir ce que ça veut dire et pourquoi faire. Je pense côté ESA, il faudra qu'on vérifie, mais pour pouvoir obtenir des financements, je suis pas sûr qu'on n'ait pas l'obligation d'être constitué en société. Mais ça, il faudra qu'on vérifie. J'ai pas la réponse exacte. Alors, Jacques, je pense que oui, hein. Il faut être une société. Je pense que au niveau juridique, on aura du mal à passer un contrat avec quelque chose qui n'est pas constitué. Enfin, mais bon, on pourra prendre la question et voir si ça peut être un cas envisageable, mais franchement, je pense pas. La deuxième question, c'est la limite des financements. Alors, il y a, on va dire, des enveloppes qui nous semblent être le max qui pourrait être attribué à un dossier. Mais moi, je dis souvent, c'est qu'il n'y a pas d'enveloppe max. Ce qu'il faut que les entreprises fassent, c'est qu'elles nous proposent un dossier qui est adapté à leur plan de développement. Et parce que vous connaissez tous les bons réflexes, hein, on vous donne une enveloppe max et vous postulez avec une proposition qui se colle à l'enveloppe max. Et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de dire aux gens, non, définissez le dossier qui va vous permettre de développer votre activité et d'industrialiser votre service ou de faire l'étude de faisabilité qui correspond à votre business. Et nous, on regardera après si tous les éléments sont en adéquation. Je préfère fonctionner comme ça. Par contre, pour répondre à la question, parce que bon, il faut pas partir dans des choses qui soient totalement utopiques. Sur les études de faisabilité, les plus grosses études de faisabilité qu'on ait pu avoir sont autour de 250 000 euros. Mais ça, c'est des études de faisabilité avec une très forte capacité de développement économique, quelque part une capacité à devenir un champion entre guillemets mondial. La plupart du temps, pour des PME start-up, on est autour de entre 50 et 150 000 dans ces eaux-là. Sur les projets de démonstration, là, par contre, on peut aller jusqu'à plusieurs millions d'euros. Alors, je vous ai dit qu'on avait 11 millions d'euros sur 3 ans, mais si on voit apparaître des dossiers, des acteurs qui ont un potentiel de devenir un champion mondial sur un secteur d'activité, on en a quelques-uns en ce moment qui nous proposent des dossiers. Ben là, on va pouvoir aller jusqu'à plusieurs millions d'euros en soutien de la proposition. Et donc, les dossiers un peu plus classiques, ça va être entre 100 et 400, 500 kilos euros. Mais voilà, il y a toutes possibilités qui sont offertes. C'est l'adéquation avec votre ambition, votre positionnement et le développement de votre service qui va faire qu'on va vous soutenir ou pas, qu'on va adapter le financement et le niveau de cofinancement. Très bien, merci beaucoup pour ces réponses très claires. On a une autre troisième question qui va être liée au TRL.
Alors, je vais vous la lire pour plus de clarté. Pour le troisième type d'étude de faisabilité, quel niveau d'avancement est requis afin d'être considéré? Un certain avancement côté business, certainement, un certain TRL sur la technologie développée, une certaine structure d'équipe ou plutôt simplement une idée construite? Est-ce que vous pourriez élaborer là-dessus? Alors, dans l'absolu, ça peut être simplement une idée. Mais du coup, de notre côté, on va regarder si la demande est en adéquation, enfin la demande financière est en adéquation avec l'idée et l'ambition. C'est ce que je disais tout à l'heure. S'il y a que l'idée et qu'il s'agit de creuser l'ensemble sans avoir aucune certitude, on va avoir quelques réticences à prendre beaucoup de risques parce que on ne sait pas finalement s'il y a une vraie perspective de développement derrière. Mais par contre, le sujet peut être intéressant. Donc, on peut imaginer mettre des montants plutôt réduits pour accompagner la personne dans sa démarche et voir si, avec l'idée, on débouche sur quelque chose avec un certain potentiel et peut-être entrer dans une peut-être seconde phase pour aller plus loin dans l'analyse de faisabilité. Donc, ça pourrait être un process du type Kickstart, avec des montants de 60 à 80 kilos euros qui permettent de dégrossir l'idée et de voir s'il y a un début de potentiel. Et une fois on est passé par cette étape Kickstart, on peut passer peut-être dans une étude de faisabilité plus importante si on a besoin d'aller plus loin dans la démarche de faisabilité. Ça peut être un process comme ça. La problématique du Kickstart, c'est que du coup c'est lié à des thèmes et à un planning annuel. Donc il faut trouver le thème qui permette de se mettre le pied à l'étrier, entre guillemets. D'accord. Merci beaucoup. Une autre question qui est liée au projet déposé en collaboratif, non pas forcément en société, mais là bien en collaboratif, donc en association de plusieurs. Vous avez deux questions sur le sujet. Comment financer des projets avec TRL assez basse, plutôt vers le niveau 4, en consortium et notamment avec un laboratoire? Et puis plus généralement, est-ce que c'est autorisé de déposer une demande en projet collaboratif? Alors en fait, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le cadre est quand même un cadre extrêmement intéressant pour les entreprises parce qu'il vous permet de tout faire. Donc vous pouvez déposer un dossier seul en tant qu'entité industrielle ou en collaboratif avec des partenaires. Et du coup, qu'ils soient des partenaires français ou des partenaires européens. Donc vous avez toute liberté de définir ce qui sera le mieux pour le développement de votre entreprise et du service associé. Par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est ce que je viens de dire là, c'est que ça doit avoir du sens pour le développement de votre entreprise, du produit ou du service que vous allez développer. Et c'est pour ça que Véronique le précisait tout à l'heure, on va pas aller financer de la R&D. Ou par exemple mettre une somme importante pour faire monter en R&D un produit ou un projet, parce que du coup on estime que c'est pas le cadre approprié pour faire ce genre d'accompagnement. Pour ce genre d'accompagnement, il y a des cadres spécifiques qui financent la R&D, par exemple la R&D du CNES ou dans d'autres guichets nationaux ou européens, le GSTP à l'ESA ou d'autres sujets de ce type-là. Et en fait, ces outils R&D du CNES, GSTP ou autres, permettent d'accompagner le développement de la R&D. Et nous, on préfère que vous passiez par un stade de développement de R&D pour arriver à un produit qui a un début de potentiel, et ensuite venir d'en basse avec l'étude de faisabilité pour évaluer le marché de votre produit, et ensuite l'industrialisation. On a un séquencement comme ça naturel des outils. Très bien, merci beaucoup. Dernière petite question, je pense que la réponse devrait être oui, mais tu vas me dire si j'ai bien compris ta présentation. La question est la suivante. Une start-up ou une PME peut-elle utiliser Pulsar pour prospecter un marché Afrique du Nord, des usages dans l'agriculture, de l'aquaculture? Alors, est-ce que la question est uniquement une logique de prospection? Et là, peut-être que la personne qui a posé la question pourrait le préciser. Ou est-ce que la question, c'est est-ce que ce projet qui est déposé aura pour but, à finalité marché, d'aller vers l'Afrique? Voilà, selon la réponse à cette question. Christa, tu as tout dit. Hein. Quelle est la finalité? Est-ce que c'est prospecter et avec entre
entre guillemets peu de certitude que qu'il y ait un business qui se développe derrière parce que on n'a pas identifié de clients potentiels, etc. Ou est-ce que c'est vraiment du développement à l'export et dans ce cas-là, ça peut être envisageable. Après, tout dépendra de l'enveloppe associée et demandée. On a eu des projets de ce type-là qui disent, ben nous, on souhaite développer une offre en Afrique, dans des télécoms ou en télémédecine, etc. Mais il y avait déjà une bonne vision de ce qui est possible. Donc, en fait, tout va dépendre des montants demandés, de la vision et de l'ambition, et aussi, comme vous l'avez compris, hein, votre projet est en compétition avec tous les autres. Donc, si quelque part le potentiel qui est affiché par votre proposition est largement entre guillemets inférieur à d'autres projets que l'on a par ailleurs, le choix risque de se diriger vers les projets à fort potentiel. Si on avait 50 millions d'euros, bien sûr, on aurait une attitude un peu différente, mais avec les budgets un peu contraints dont on dispose, on essaye de se concentrer sur les projets à fort potentiel. Donc, si vous avez un projet de ce type-là, mais avec une demande financière pas très importante, ben on aura des chances de pouvoir le financer. Si par contre c'est des enveloppes très importantes avec un potentiel qui est encore à déterminer, ben, on aura des difficultés à trancher positivement, je veux dire. Merci beaucoup, Jacques. Et puis, j'invite la personne qui a posé ces questions peut-être à vous contacter directement pour élaborer un petit peu sur le sujet, pour être vraiment sûr de l'intérêt ou pas de déposer le dossier. Ce sera certainement le plus efficace. Et Christa, tu as totalement raison. Hein. L'autre aspect, c'est qu'on est là pour vous accompagner. C'est des choses on n'a pas forcément insisté sur le sujet. On n'est pas là uniquement pour évaluer. On est là pour vous accompagner dans le développement et dans la construction de votre projet. Marie-Pierre tout à l'heure a évoqué le fait qu'on a des experts techniques, moi j'ai évoqué le fait qu'on ait des référents thématiques, on a des labos qui vous permettent en fait de dégrossir un certain nombre de sujets pour voir si réellement, par exemple, la techno télécom s'adapte à votre besoin, si vous avez besoin de faire quelques tests, évaluer le coût d'une solution télécom, etc. Ou des données d'observation de la Terre pour pouvoir aller voir quel type de données sont à votre disposition, qu'est-ce qu'elles peuvent vous apporter, etc. Tout ça, vous pouvez le dégrossir avec les équipes de Connect Bike Nest, d'Aerospace Valley, de tout l'écosystème qui est existant, et ça vous permet de faire de consolider votre projet pour pouvoir l'amener à un niveau suffisant pour pouvoir le présenter en comité d'évaluation. Donc on n'est pas là que pour évaluer, on est là aussi pour vous accompagner, vous supporter. Et d'ailleurs c'est surtout pour ça qu'on est là. Et je pense qu'en effet, c'est tout à fait perçu comme ça. En tous les cas, merci à nouveau de ce webinaire pour l'ensemble de la communauté nationale française qui travaille sur ces projets de développement de l'usage du spatial. Je pense qu'à ce stade, les questions sont toutes posées. Donc, je vous propose de poursuivre. Véronique, je crois que c'est donc à toi. Ok, donc merci Jacques. Donc là, vous avez eu un topo sur Pulsar, qui, comme vous l'avez compris, c'est un financement par le cadre de contrats. Donc là, moi, je vais vous faire un zoom sur un dispositif qui est plutôt un financement de bilan, on va dire de haut de bilan. Donc, je vais vous parler de Space Ticket, qui est un visa pour le financement des startups technologiques. 400 millions d'euros, bon, c'est pas mal, c'est le montant. Alors c'est pas, pour ceux qui ont eu une fausse joie, c'est pas le montant qui est dédié aux entreprises de l'écosystème du spatial. Hein, non, c'est le montant que le gouvernement a décidé de positionner sur un fonds qui s'appelle le French Tech Seed, qui est destiné à aider les boîtes à forte composante techno et qui veulent on va dire, se capitaliser. Donc en fait, Space Ticket, donc c'est un mécanisme qui permet d'abord un accès direct au financement de ce fameux fonds French Tech Seed dont je viens juste de vous parler. Le deuxième avantage de ce dispositif-là, c'est que en fait, ça permet aux entreprises de bénéficier de l'expertise d'un ensemble de partenaires.
Donc, vous voyez les noms sur le bandeau du bas. Hein. Donc, vous avez dans ce consortium-là le pôle Aztec, les deux porteurs ESABIC Sud et Nord qui sont le pôle Aerospace Valley et Westbic Technopole. Vous avez le pôle SAFE, Cap Decision Management, qui est la société de gestion qui gère la création du fonds Cosmic Capital, et le CNES, hein, qui est chef de file en fait d'un apporteur d'affaires. Donc, comme on a été sélectionné par BPI France, on est en capacité de pousser les dossiers des startups de notre écosystème du spatial pour qu'elles puissent avoir accès à un financement dans le cadre du fonds French Tech Seed. Donc ça, deuxième volet, expertise d'un consortium. Et troisième volet, non seulement vous pouvez avoir accès à un financement, mais vous bénéficiez aussi, vous entrez dans la communauté Connect by CNES. CNES est partenaire, donc du coup, vous bénéficiez aussi de l'accompagnement. Donc en fait, c'est un sujet assez complet, financement, accompagnement, expertise. Alors du coup, ce Space Ticket, c'est pour qui? Donc, premier point, ça s'adresse vraiment aux jeunes entreprises qui ont moins de 3 ans. C'est vraiment pour aider au levée de fonds en phase seed, hein, d'où le nom du fonds, hein, French Tech Seed. Deuxième point, il faut que l'entreprise soit porteuse d'une innovation. Donc, il y a un critère qui est très important, c'est ce qu'on appelle la composante technologique. Et bien évidemment, comme nous, on a été sélectionné apporteur d'affaires au niveau national, il faut que le sujet soit en lien avec le spatial. Alors, en lien avec le spatial, ça peut être très large, parce qu'on a toutes les boîtes qui sont positionnées sur le secteur que nous, on appelle infra, upstream, alors les satellites, les lanceurs, les terminaux, les stations, etc. On a aussi tous les sujets en lien avec le transfert techno issu du spatial pour un usage non spatial, et surtout, et là on a beaucoup de sujets, surtout on a tout le sujet service, c'est-à-dire des entreprises qui proposent un service intégrant des technos, des données spatiales, des données d'observation de la Terre, des liaisons satellitaires, de la navigation, etc. Donc, en lien avec le spatial, quand même, c'est une acception assez large, hein, du sujet. Donc, troisième sujet qui est important, ce dispositif-là, il s'adresse à des boîtes donc en phase d'amorçage et qui sont en cours de première levée de fonds. Alors, le mécanisme, c'est 2 pour 1. Exemple, une entreprise qui veut lever 300 000 €. Admettons, je prends 300 000 parce que c'est facile pour les calculs, hein. Si elle trouve 100 000 € auprès de Business Angel ou de fonds d'amorçage, par exemple, elle peut poser un dossier pour récupérer 200 000 €, donc 2 pour 1, auprès du fonds French Tech Seed. Alors, il s'agit d'un dispositif en obligation convertible, c'est-à-dire un prêt susceptible d'être transformé selon des conditions particulières en action. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les obligations convertibles sont considérées, notamment par BPI France, comme des quasi-fonds propres. Ça veut dire que du coup, ça fait effet de levier sur d'autres outils, comme les prêts mis en place par BPI, comme les prêts ou comme des subventions. Voilà, donc moins de 3 ans, composante techno, phase d'amorçage, en cours de levée. Alors, on a mis en place, je vais assez vite pour qu'on ait le temps, tranquillement, qu'on se garde du temps pour les questions, hein. Donc, en fait, on a mis en place un process, donc avec nos partenaires. Phase 1, on a une présélection. Alors, pour vous qui nous écoutez là, surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez avoir des infos et bien en amont par rapport au dépôt, hein, du dossier, pour qu'on puisse vous aider à comprendre l'intérêt du dispositif, etc. Donc, phase 1, présélection. Phase 2, on peut éventuellement, dans le cadre du consortium, contribuer à rechercher un investisseur, hein, pour trouver les fameux 1 qui vont permettre de faire effet de levier sur les deux
Space Ticket French Tech Seed. Et ensuite, donc on a un comité de sélection, bien sûr, et suite à ce comité de sélection, notre directeur Gilles Rabin signe une lettre qui apporte l'affaire à BPI. Grosso modo, dans cette lettre, qu'est-ce qu'on dit? On dit que l'apporteur d'affaires, donc le CNES et ses partenaires, sont garants vis-à-vis du BPI de la composante techno, du fait que le dossier rentre bien dans les clous par rapport au schéma, aux contraintes imposées par BPI. Et donc, l'entreprise ensuite dépose son dossier auprès de son délégué innovation BPI France, assorti de la lettre d'apporteur d'affaires. Et ça lui permet en fait d'avoir accès au fonds French Tech Seed. Et en parallèle, bien sûr, souvent, l'entreprise bénéficie d'autres accompagnements. Par exemple, il y a des boîtes qui posent un dossier et puis qui bénéficient du support du labo du CNES. Ou bien qui regardent aussi des dossiers pulseurs, enfin qui regardent aussi s'il est opportun de poser un dossier pulseur ou de poser un dossier VABIC. Donc voilà, donc ce sujet-là, Space Ticket, c'est pas uniquement de financement, c'est aussi accès à Connect BACNES, à ses partenaires. Alors, donc je vais m'arrêter là sur le sujet Space Ticket, hein, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je voulais juste faire un petit rappel. Donc ce webinaire-là s'inscrit dans le cadre d'une série de webinaires qui ont été, on va dire, décidés et mis en avant par les partenaires dans le cadre de l'Observatoire d'économie spatiale. Donc en fait, c'est un observatoire qui a été créé donc à l'initiative du CNES avec deux axes. Un axe que vous connaissez peut-être là, c'est le deuxième bullet, hein, qui est en lien avec la crise sanitaire, hein, puisqu'on a mis en place donc avec nos partenaires, les pôles, les boosters, certains industriels, une remontée d'informations sur les difficultés rencontrées par les entreprises. On a un deuxième axe, c'est le premier bullet, qui est un axe moyen terme. Comment suivre les marchés, le contexte, comment ça se passe dans les autres pays, etc. Et donc, bien évidemment, ça fait plusieurs fois que je le dis, je pense, cet observatoire-là est monté dans un esprit partenarial et d'échange d'informations. Donc, surtout, si vous avez besoin d'informations, contactez-nous. Vous avez sur cette planche-là nos mails, nos numéros de téléphone. Donc, si vous voulez ne serait-ce qu'avoir des infos pour éventuellement préparer un dossier ou anticiper sur la préparation d'un dossier dans quelques temps, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, je vous remercie pour l'écoute et puis je suis dispo pour vos questions. Merci beaucoup Véronique. Écoute, pour poser les questions, est-ce que tu voudrais bien revenir sur le slide qui présente la temporalité, là, le tout début en fait de la présentation qui positionne les différents outils de financement dans une temporalité, parce que je pense que ouais, carrément. Parce que pardon, c'est vrai ça va pas être très beau à l'écran, crac. Oh, c'est pas très grave. C'est vrai que c'est pas toujours évident de repositionner tous ces outils dans une perspective globale. Et c'est moi, bon j'avais là, une question. vous voyez bien là, pardon, ouais, vous voyez bien? Ok. Ouais, impeccable. À ce stade, j'ai pas de questions, mais je vais démuter les micros hein, pour que tout le monde puisse se sentir libre de poser directement les questions, puisque maintenant nous sommes dans la session de questions-réponses ouvertes, directes, comme on le souhaite. Donc voilà, j'ai ouvert les micros, donc n'hésitez pas à poser votre question. Je vais lancer la première. Puisque moi aussi j'ai parfois accompagné les entreprises en fait sur ces différents outils. On nous pose également des questions. Donc ce que je vois, c'est que le Space Ticket, ça serait par rapport à Pulsar plus un outil qui va entrer dans la gamme des outils de recherche d'investisseurs, c'est ça, de recherche d'investissement, et qui va permettre, tu disais, de constituer des quasi-fonds propres, c'est ça que tu précisais tout à l'heure? Oui, en fait, c'est un outil, Space Ticket, en termes de financement, c'est un outil qui permet de venir compléter un premier tour en amorçage. C'est pour ça qu'on l'a positionné dans la colonne, tu vois, dans la colonne amorçage, la création startup. D'accord. C'est vraiment Tu n'as pas... c'est vraiment l'État qui, avec le fonds French Tech Seed, qui veut aider aux premières levées de fonds d'entreprises à forte composante techno et donc à fort risque
pour lesquels la levée est pas très évidente. D'accord. Et là, du coup, les montants sont entre 100 kg euros et 3 millions d'euros. Donc là, vous avez une latitude qui est quand même assez ample sur le type de ticket qui va être Alors, j'en ai pas parlé donné. du ticket, non. Ça, les Non. 100 kg euros, 3 millions, c'est de façon générale. Sur le Space Ticket, c'est les tickets entre 50 et 250 kg euros, plus par exception. C'est la règle. D'accord. D'accord. J'ai une question qui apparaît, et j'avais la même, donc ça tombe bien. Le Cosmic Capital, tu n'en as pas parlé pour le moment. Est-ce que c'est une question il n'est pas encore né, il est encore en cours de Alors, en constitution? Est-ce que fait, vous j'en ai savez? pas parlé parce que c'est un fonds qui est en cours de montage. Donc aujourd'hui, il est pas encore opérationnel. Bon, on a pris un petit peu de retard, hein, notamment en lien avec le ralentissement là ces derniers temps. Donc c'est un outil qui va arriver, mais qui aujourd'hui n'est pas opérationnel. Et là, il se positionnerait sur ce que je vois, c'est démarrage, c'est-à-dire les premiers contrats, c'est-à-dire une société qui a déjà engagé, qui a déjà des clients et qui souhaite augmenter, faire une levée de fonds pour aller vers une autre phase de son développement. C'est bien ça? Voilà. Alors ça, pour l'instant, c'est les hypothèses qui ont été prises. Tout ça sera affiné, bien évidemment, au moment de la création du fonds et donc sera précisé dans le règlement du fonds. Mais oui, l'idée, c'est d'avoir un panel d'entreprises. Alors, l'idée, c'est d'avoir un fonds entre 80 et 100 millions, ce qui permettrait de faire de l'ordre d'une vingtaine d'investir dans une vingtaine d'entreprises, avec parfois plusieurs tours, hein, voilà, et donc avec des profils d'entreprises différentes. Donc certaines, alors on appelle ça dans le jargon des financiers, là on appelle ça l'early stage, c'est-à-dire des boîtes qui commencent à peine à trouver leur marché, et puis peut-être des sujets aussi avec une rentabilité plus élevée pour les investisseurs, qui soient des dossiers de PME ou de TI existantes, qui ont déjà un business model qui tient la route et qui veulent pousser un développement en lien, qui veulent pousser leur développement. D'accord. Très clair. Une petite question vient d'arriver. Donc, peut-on préciser le ratio du montant d'obligations convertibles que l'on peut demander par rapport à la somme visée dans la levée de fonds? Qui c'est qui veut prendre la question? Alors, répète, Christa, pardon. Je disais, la question est, est-ce que vous avez une idée vous pouvez préciser le ratio du montant de l'obligation convertible ou des obligations convertibles qu'on peut demander à travers cet outil par rapport à la somme qui est visée dans la levée de fonds? Alors, c'est un ratio de 2 pour 1. Hein, c'est ce que D'accord, j'expliquais. 2 pour 1. Ouais, c'est-à-dire qu'une boîte qui lève 1 auprès de BA ou d'un fonds peut demander 2 en obligation French Tech Seed. Hein, c'est mon exemple des 300 000 euros. D'accord. D'accord. Tu nous le refais un petit peu, tu nous redonnes ce petit exemple parce qu'il est vraiment très parlant. Peut-être qu'on l'a pas tout à fait. L'exemple que je donnais, c'est une entreprise qui veut lever 300 000 euros. Elle peut lever 100 000 auprès de Business Angel ou d'un fonds d'amorçage. Et ça lui permet de lever 200 000 euros en obligations convertibles avec French Tech Seed. Très bien. Oui, donc c'est un très très bon levier. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres outils de ce genre. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est d'aider les boîtes à fort risque en phase d'amorçage avec une forte composante techno. Voilà, c'est un fonds qui a été mis en place par l'État pour ça. D'accord. Une autre question. Oui. Excusez-moi, Christa et Véro. Sur l'aspect Cosmic Capital, moi j'ai eu une info semaine dernière. Il semblerait qu'on est en cours de clôture. Donc que d'ici quelques semaines ou peut-être à la rentrée en septembre, Cosmic Capital devrait pouvoir voir le jour. Oui, alors moi, en fait, la date visée, c'est l'automne pour le premier closing du fonds. D'accord. C'est-à-dire
Le closing, Alors, c'est-à-dire pour qu'il y ait le fonds soit constitué ou pour faire une en fait, première… en général, quand un fonds se constitue, il y a une première étape avec un montant qui n'est pas le montant visé, in fine, mais qui est suffisamment significatif pour qu'on puisse dire, OK, on y va, on a récupéré suffisamment d'investisseurs, on y va. Donc, c'est ce qu'on appelle, toujours pareil en jargon financier, le premier closing. Donc ça veut dire que, voilà, ça veut dire que en général, le fonds est créé et donc la société de gestion est en capacité d'ores et déjà de commencer à financer concrètement certaines entreprises. Très bien. Donc en novembre, oui, ça commence à se préciser. Là, ça serait à une excellente l'automne, nouvelle, voilà, en effet. voilà. Très bien. Une petite question sur les startups étrangères qui s'installent en France. Peuvent-elles bénéficier du Space Ticket? Alors peut-être la personne pourrait aussi préciser ce qu'elles ont trouvé, est-ce qu'elles sont enregistrées en France sous forme de société filiale ou peut-être de succursale, mais alors il me dit hébergée à la French Tech Toulouse, bénéficiera-t-elle de ce Space Ticket? Donc je refais la question. Une start-up étrangère hébergée par la French Tech Toulouse bénéficiera-t-elle de ce Space Ticket? Pourra-t-elle en bénéficier? Alors, il faut que la boîte soit immatriculée en France. Ouais, voilà. Donc il faut, monsieur, que votre boîte soit, que votre entreprise soit immatriculée en France. Voilà. Ça se fera assez aisément. Le processus est très, très, très bien connu et la French Tech saura vous accompagner sans aucun souci sur cette démarche. Une autre question, peut-être pour toi, Jacques, que j'avais loupé, une question très concrète qui dit si l'on est en mode collaboratif pour, tu sais, pour le pulseur, faut-il un accord de tous les États membres pour obtenir le suffrage, Oui. pour faire valider? Oui, Christa, oui, tout à fait. Si vous construisez un projet multipartenaire européen, il vous faudra l'accord de tous les États membres dans lesquels résident les entreprises. Très bien. Voilà, Séverine, je pense que tu as la réponse à ta question. Merci de l'avoir reposée, elle était très importante également. Écoutez, à ce stade, je n'ai pas d'autres questions. Je pense que c'était extrêmement instructif. Je vous remercie en tant que aussi auditrice et participante à ce webinaire, même si je suis aux premières loges. C'était vraiment très, très instructif. Donc, le pulsaire, on le récapitule, hein, ça rassemble un certain nombre d'anciens outils ESA. Donc, vous allez communiquer, j'imagine, largement sur le site de Connect by CNES sur cet outil, c'est peut-être même déjà fait. Et donc, on peut retrouver toutes ces informations, évidemment, à travers le replay de ce webinaire, en vous contactant directement, hein, ce que j'ai compris et ce que vous avez donc mentionné. Et puis, pour le Cosmic Capital, nous attendrons les annonces de l'automne pour être informés de la sortie de l'outil, en tout cas de la création de ce fonds très spécifique. Écoutez, chers auditeurs, chers participants, si vous avez des questions, c'est le moment, puisque sinon je ferai une clôture. Donc oui, je pense que vous aurez peut-être pas les slides, mais au moins l'accès à ce replay, ce qui vous permettra une question sur ce fait. On verra avec Véronique et Jacques et Marie-Pierre, mais souvent ce qu'on fait, c'est qu'on offre le replay. Donc les slides en tant que tels, vous les avez à travers la présentation. On verra s'il y a une diffusion plus large des slides en tant que tels. Ça, je vous le dirai un petit peu plus tard. D'autres questions? Les micros sont ouverts, n'hésitez pas, hein, vous pouvez tout à fait les poser à l'oral directement aux intervenants. Il suffit d'ouvrir votre micro ou sinon à travers le chat questions. Ce que j'ai fait depuis le début, c'est-à-dire que je lis les questions en direct. Voilà, je vous laisse quelques petites secondes pour taper votre question si vous l'avez. Et puis sinon, écoutez, on va tout simplement remercier chaleureusement, je remercie chaleureusement les intervenants de ce matin. J'étais très heureuse de pouvoir vous proposer cet outil webinaire en tant que pôle de compétitivité Aerospace Valley qui participe à l'Observatoire du spatial avec ces deux autres confrères, Aztec et PolSafe, ainsi que les boosters de France. Des remerciements qui arrivent, des bravos. C'était un petit message. Merci les amis pour cette remise à niveau. Ça a été un plaisir de vous écouter. Merci Eric, tu es un fidèle et en effet, je suis bien d'accord avec toi. C'était vraiment très intéressant.
Je vous dis à bientôt. Je vous laisse le mot de la fin, Véronique, Jacques, Marie-Pierre. Merci de votre participation. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Et n'hésitez pas à nous contacter. Et oui, et au plaisir du coup de discuter avec vous de futurs projets. J'ai eu des messages sur mon téléphone qui me disent qu'on va recevoir. Super. Excellent. Super. Je vous dis au revoir également et je vous donne surtout rendez-vous pour le prochain webinaire du 9 juin sur les process achats du CNES, le 9 matin, mais Christa ne manquera pas de diffuser l'information largement et nous avons également un autre webinaire en cours de préparation pour la suite. Donc, on ne va pas, on va conserver les bonnes habitudes de ce confinement parce que finalement, ça nous permet aussi de toucher beaucoup plus de monde que ce qu'on peut le faire en présentiel. Donc, c'est parfait. Merci Marie-Pierre. Et en effet, tout ça vous sera communiqué très rapidement. Et bientôt. Très bonne journée. Merci Christa pour ton organisation aussi. Ah, c'est gentil, avec grand plaisir. C'est toujours un plaisir de prêter ma voix à ce genre d'exercice. À très vite autour de beaux projets. Au revoir. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.